Nous allons aborder maintenant le deuxième panel de réflexion sur la transformation numérique des entreprises des transports touristiques. Nous accueillons à présent un spécialiste du sujet, qui est Monsieur Harry Dadoun, président de la société française Perinfo, voilà, Perinfo, qui propose donc des solutions adaptées au secteur du transport touristique, qui a déjà une expérience avec une entreprise marocaine, la CTM notamment. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Nous allons également mener la réflexion sur les gestions des ressources humaines à l'ère du numérique. Monsieur Khalid Mouhib, secrétaire général de la Fédération nationale du transport touristique, est invité à nous rejoindre pour nous parler des compétences qu'il faut donc aujourd'hui pour réussir sa transformation digitale. Enfin, autre éclairage également sur l'implémentation des outils numériques dans une entreprise de transport touristique avec Hamid Ediri, qui est docteur en sciences de gestion des systèmes d'information et directeur de division à Atlas Voyage. Si vous voulez bien venir me rejoindre sur la scène. Et puis j'accueille également Youssef Chir, chef de division communication à l'ANAPEC. Il va nous parler, lui, de la stratégie nouvelle cross-canal numérique de l'ANAPEC, c'est-à-dire la digitalisation du recrutement pour le secteur. Voilà donc un panel riche, complet, d'intervenants qui vont donc nous permettre d'aborder cette réflexion sur la transformation digitale avec vraiment une expertise. Et je pense que nous allons accueillir tout de suite Monsieur Harry Dadoun de la société Perinfo, qui va donc nous présenter un petit peu les solutions existantes aujourd'hui, des cas concrets, sur de plateformes notamment. Avant tout, je tiens à vous dire que je suis extrêmement heureux d'être présent parmi vous aujourd'hui. Tout simplement parce que j'ai passé la plus grande partie de ma jeunesse à Casablanca, à côté d'ailleurs, la rue Mozart, 2 rues d'ici. Et également parce que c'est vraiment une très belle opportunité pour moi de venir présenter le savoir-faire de notre société Perinfo. Et à ce titre, j'aimerais vraiment remercier chaleureusement le président Mohamed de m'avoir invité, ainsi que Hamid pour pouvoir en parler. Alors, je vais essayer d'aller plus vite que ce qui était prévu dans la présentation de la société. Donc, rapidement, Perinfo, c'est une entreprise qui est basée à Strasbourg, qui existe depuis plus de 33 ans et qui est spécialisée dans le monde du transport de personnes et pour tout ce qui concerne la gestion des activités techniques et de GMAO. Donc, à ce titre-là, on a une clientèle qui est très vaste, notamment au niveau du transport de personnes, puisqu'on va adresser aussi bien des clients, des transporteurs interurbains pour la partie occasionnelle et régulière, ce que vous représentez pour la plupart d'entre vous, du transport urbain avec des solutions de graphiquage habillage, des croisiéristes, des limousines, de manière générale, tout ce qui touche de près ou de loin au transport de personnes. Mais également pour la gestion des activités techniques, les villes, les mairies, les conseils départementaux, avec des solutions adaptées. Nos solutions sont des solutions intégrées de type ERP, donc qui couvrent une grande majorité des fonctionnalités. Je vais aller rapidement là-dessus. On va retrouver toutes les fonctionnalités qu'un transporteur peut avoir besoin, tout ce qui est commercial, exploitation, devis, facture, planning et autres. Nos références sont très larges, on équipe plus de 400 clients en France, transporteurs pour la plupart, et une grande fierté en particulier comme l'a été dit avec la CTM. On est présent également à l'export en Belgique, Luxembourg, mais également avec une filiale en Espagne où ça se développe plutôt bien. Alors, bien entendu, vente de logiciels dit forcément prestation de services, dit accompagnement, dit école de formation, dit club utilisateur, donc tout un tas de prestations d'accompagnement, de suivi de projet qui sont méthodiques et qui correspondent exactement au métier du transporteur, puisque ça fait partie de notre ADN, le transport depuis 33 ans, donc on sait parler votre métier, on sait vous accompagner. Alors concrètement, les avancées technologiques, en quoi ça consiste ? Globalement, ce qu'on peut constater, c'est que ces dernières années, l'offre de transport a énormément évolué, progressé, transformé. À ce niveau-là, il y a eu des mutations très sensibles au niveau des modalités de transport. Ce que l'on peut dire, c'est que l'usager se retrouve en fait avec un constat qui a de la saturation au niveau du trafic, qui a la pollution, qui a le coût de détention du véhicule qui est excessivement élevé. Tout cela l'amène à se poser des questions sur
le fait de détenir ou pas une voiture, le fait de pouvoir utiliser encore son véhicule. C'est pour cela qu'on assiste en fait à des offres alternatives du transport. Ça a été évoqué à plusieurs reprises. Et ces offres alternatives, elles vont se concerner aussi bien des courtes distances que des longues distances. Sur les parties courtes distances, il y a les traditionnelles voitures personnelles, le train, le bus, le tram, le tramway, l'autocar, donc tout ce que vous connaissez et qu'on connaît tous. Mais il y a également, on en a parlé tout à l'heure, le covoiturage, qui est le partage du même véhicule pour atteindre la même destination. Blablacar est une référence absolument exceptionnelle à ce niveau-là. L'autopartage, qui est le fait de pouvoir partager la détention ou la propriété d'un véhicule. Autolib, Drivey, WeCar sont énormément de références ou de sites qui existent et qui permettent d'utiliser un véhicule on demand, comme a été évoqué tout à l'heure. Donc tout simplement pouvoir dire j'ai besoin d'un véhicule pour aller d'un point A à un point B, je paye tant d'euros, point, je n'ai pas à me soucier de l'essence, de l'assurance, du quoi que ce soit, et je suis tranquille. En fait, on passe... Ah oui, également les fameux VTC, donc avec Uber, puisque Uber, c'est rien d'autre qu'une offre de VTC, et qui a tendance en fait à venir effectivement mettre un coup de pied dans la fourmilière pour le mode de transport, sans oublier la partie Vélib, qui est également une offre de transport additionnelle qui existe et qui commence et qui se développe énormément. Donc on passe d'une situation où l'usager, le voyageur, devient en fait un consommateur de services. En tant que consommateur de services, il faut savoir qu'il est aguerri aux nouvelles techno, c'est quelqu'un qui manipule parfaitement les nouvelles technologies, et il attend des solutions qui existent sur le marché, les mêmes standards. Il attend des standards usuels, il attend des solutions qui soient performantes, réactives et qui soient ergonomiques et qui puissent fonctionner de la même manière. Alors, rapidement, il y a un petit graphique qui permet de comparer les coûts du transport, donc le prix du transport et la durée du transport. Ce qui permet juste d'avoir une petite idée de la concurrence qui existe aujourd'hui au niveau du transport. Donc, on va retrouver la traditionnelle offre aérienne sur des lignes régulières. C'est le transport qui est forcément le plus cher, mais qui est le plus rapide. Face à cela, on va retrouver l'offre aérienne en low cost, donc pareil, un gain de temps avec des prix bas. Ensuite arrive le train, avec un gain de temps forcément et avec un prix qui est plus ou moins long en fonction de la destination et de la distance que l'on pratique. Et c'est là qu'interviennent la fameuse détention de voiture, ou un gain de temps également, mais avec un prix qui est forcément plus élevé. Le covoiturage, qui est le partage d'un véhicule pour les mêmes destinations, et l'autocar, donc en l'occurrence, qui reste quand même la solution qui est la plus rentable, la plus économique pour l'usager, mais avec une durée de transport qui est la plus élevée. Mais ça n'empêche que quand on a l'autocar, en gros, c'est 4,5 centimes par kilomètre, selon certaines études, de coût kilométrique pour le transporteur, comparativement au covoiturage, qui est 4,5 centimes, ou même au train, qui est à 10 centimes. Mais le train est quasiment concurrentiel quand on est sur les petites distances. Donc, quand on voit cela, on se rend compte que l'autocar, qui reste votre outil de travail pour la plupart, reste aujourd'hui le moyen de transport le moins cher en termes de rapport qualité, durée du transport et prix. Alors, quand on entend cela, d'un point de vue du transporteur, quels vont être les enjeux ? Donc forcément, le transporteur va devoir faire appel à une différenciation de telle manière à pouvoir répondre favorablement à cette demande de service de l'usager. Et ça va passer par beaucoup de choses à mettre en œuvre, notamment des solutions d'information trafic en temps réel. L'usager veut savoir ce qui se passe. Il veut également avoir des itinéraires alternatifs en cas de perturbation. Il y a tout un tas de systèmes de calcul d'itinéraire qui existent. L'interactivité entre les systèmes embarqués dans les véhicules, vous en parliez tout à l'heure, effectivement, avec tout ce qui concerne le scan-bus, donc les remontées d'informations du véhicule, concernant les consommations, concernant la façon le mode de conduite du conducteur, et ainsi de suite. Et puis surtout, la plateforme mobile des usagers qui reste, encore une fois, l'outil principal de communication. Donc, l'information devient l'élément de distinction le prépondérant. C'est celui sur lequel il va falloir se différencier. Et donc, par rapport à cela, il faut pouvoir en tenir compte pour pouvoir capter ces mêmes clients, ces mêmes usagers. Et pour cela, donc, ça va passer par une vision transversale donc, dans le monde du transport, et avec l'intégration d'informations multimodales, moteur d'itinéraire qui calcule en temps réel, mais également en prédictif, ce qui veut dire qu'il faut pouvoir anticiper sur les temps de parcours en fonction d'habitudes, en fonction de risques ou d'événements que l'on peut évaluer,
La billettique est un système indispensable pour mesurer la fréquentation, les recettes et autres éléments. Et le web marketing également, qui est appliqué au transport, puis qui est, d'ailleurs, on en parle depuis tout à l'heure, le web marketing est incontournable pour pouvoir justement favoriser la commercialisation de ces offres. Et notre métier en particulier, c'est l'exploitation au suivi de gestion des conducteurs des véhicules. C'est là que nous intervenons avec des solutions adaptées, professionnelles, sur lesquelles on travaille depuis plus de 33 ans et qui permettent de répondre exactement aux besoins de planification, de gestion. Et les systèmes d'information voyageurs également avec lesquels nous sommes interfacés. Donc, si je vais rapidement sur les solutions, ce qui nous intéresse, c'est d'une part une solution socle, une solution qui est le standard qu'un transporteur doit pouvoir avoir des informations en amont, pour pouvoir les exploiter ensuite, pour les envoyer ensuite en aval auprès des usagers. Et ça va intégrer notamment des outils de cartographie qui vont permettre de positionner le véhicule et de pouvoir calculer des informations en avance ou en retard, notamment par rapport au véhicule et par rapport à son itinéraire. Mais également de calculer toutes les distances kilométriques, les durées de parcours. Donc tout cela permet encore une fois d'affiner la détermination de l'offre que l'on va faire à l'usager. Des solutions d'envoi également de SMS qui permet de communiquer avec le conducteur sans sortir de l'application. Et bon, après des solutions de gestion. Donc, et sur la partie Gescar Online, donc liée à la mobilité, on va apporter tout un tas de solutions qui vont être spécifiques notamment comme la réservation en ligne, vous permettre à vos clients de faire des réservations via Internet et directement auprès de votre service commercial. La possibilité de suivre ce qu'on appelle la band planning, c'est de suivre le plan de réservation et le système d'affectation des conducteurs des véhicules pour pouvoir encore une fois gagner en réactivité et en temps de réponse. La partie bande mobile, alors là c'est une innovation qu'on a faite qui permet pour un conducteur d'avoir le circuit qu'il a à faire avec sa carte, sa feuille de travail, le détail de ses opérations, les alertes, les incidents d'exploitation. Encore une fois, on veut communiquer avec le terrain, il faut que le conducteur soit au fait de l'information et pour ça il faut qu'il soit en temps réel avec cette information et c'est ce qu'on est capable d'apporter avec ce que nous appelons la bande mobile. Et puis, bien entendu, la partie dynamique et commerciale, oui, c'est un CRM en web qui permet de tracer toutes les opérations, toutes les informations qui sont propres au client. Si on veut avoir une information qui soit la plus riche possible, il faut pouvoir la renseigner et la restituer pour en sortir tout un tas d'informations. Encore une fois, pour affiner les offres et être beaucoup plus compétitif commercialement. Parce qu'encore une fois, c'est le nerf de la guerre. Alors, on communique avec les véhicules, on remonte les informations. Pour faire de l'éco-conduite, on parlait d'éco-conduite tout à l'heure, ça va passer par ce système d'information. C'est-à-dire le véhicule est équipé d'une certaine ingénierie. Nous, on est capable de l'intégrer pour pouvoir la restituer encore une fois, gagner du temps et adapter nos modes de conduite. Et pour finir, le système d'information voyageur, pareil pour remonter tout un tas d'informations et d'incidents, encore une fois, et puis un suivi temps réel dans lequel on va pouvoir tracer le véhicule, savoir s'il est en avance, en retard et surtout s'il est hors zone. Donc encore une fois, la réactivité dans l'exploitation, le temps réel dans l'exploitation, ça c'est le quotidien d'un exploitant quand même pour essayer d'avoir de la rentabilité et de la productivité. Merci Harry Dadoun, on vous posera évidemment les questions tout à l'heure à l'issue de ce panel. Merci donc de nous avoir éclairé sur ces solutions numériques pour le transport touristique. Je passe maintenant la parole à Khalid Mouhib, qui est donc secrétaire général de la Fédération nationale du transport touristique, pour parler d'un autre aspect aussi important de cette transformation numérique, de ce virage vers le digital. C'est aussi l'aspect ressources humaines. Aujourd'hui, il faut de nouvelles compétences, justement, pour pouvoir assurer cette transformation digitale. N'est-ce pas, Cyril? Merci, Karim. Alors là, on passe à une autre dimension, la dimension humaine. Et je voudrais commencer par une citation d'un grand philosophe français contemporain, qui est Michel Serres. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Michel Serres? Il dit, dans son dernier ouvrage, La Petite Poussette, pour réussir la transformation, il faut suspendre le jugement. Pour réussir la transformation, il faut suspendre le jugement. C'est-à-dire cesser de raisonner à l'ancien. C'est-à-dire cesser de dire c'était mieux avant, c'était super avant, et que ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est qu'un phénomène de mode, ce n'est qu'un phénomène éphémère, passager, et que tout
rentrera dans l'ordre. Alors, et qu'on va revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire l'industrie, c'est-à-dire l'économie réelle. Et donc toute cette révolution numérique, finalement, serait de passage et qu'à un moment donné, la bulle va éclater. Je crois que aujourd'hui, nous représentons tous ici, à quelques exceptions près, une génération qu'on qualifie, qu'on appelle génération baby-boom. La génération heureuse, privilégiée, qui a eu la chance d'avoir un parcours scolaire parfait, balisé. Ensuite, un emploi garanti à vie, avec un pacte avec l'entreprise qui sécurisait l'emploi. Et en contrepartie, il fallait rentrer dans le moule, il fallait respecter la hiérarchie, il fallait respecter les normes. Et c'était ça le pacte. Aujourd'hui, la génération à laquelle on a affaire, c'est une génération qu'on qualifie là aussi de la génération Y, et qui, elle, aujourd'hui, est née avec l'Internet, a vécu avec l'Internet, a vécu avec le clic, et qui s'inscrit dans une autre logique. Et d'ailleurs que je cite toujours Michel Serres, parle de révolution anthropologique, et parle aussi de l'homo numericus. Nous sommes dans l'ère de l'homo numericus. Alors ça veut dire quoi cet homme numericus et cette génération Y? C'est-à-dire c'est une génération qui, individualiste, si on devait la caractériser. D'abord, elle est individualiste. Elle est dans l'instantané, dans l'immédiateté, elle est hyper connectée et elle refuse l'autorité légitimée par le statut. Elle refuse l'autorité qui est incarnée par l'organisation hiérarchique, pyramidale, silotée, etc. Donc aujourd'hui, dans la démarche de gestion ressources humaines, on a affaire à cette génération, avec cet état d'esprit, avec cette culture, et donc la gestion des ressources humaines dans l'ère digitale doit elle-même se remettre en question, sinon elle va se faire ubériser elle-même. Elle risque d'être ubérisée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, les process de gestion des ressources humaines doivent être revisités, revus, pour s'adapter justement à cette ère digitale. Si on devait parler de recrutement, par exemple, aujourd'hui, on parle plus de la gestion des talents. Et l'entreprise a l'obligation d'identifier les talents, de les attirer. Et elle ne peut plus procéder de la manière classique, traditionnelle. C'est-à-dire un CV qu'on reçoit, une lettre de motivation, et qu'on va devoir passer un entretien classique, etc., etc. Aujourd'hui, le recrutement, c'est dans la logique même de la relation avec le client, c'est-à-dire les candidats doivent être considérés comme des clients avec une démarche d'expérience client. Mais cette fois-ci, expérience candidat. Parce qu'il faut que l'entreprise soit sexy. Il faut qu'elle exerce de l'attraction, parce qu'elle s'adresse à cette population qui, comme je l'ai dit, c'est une population qui n'a plus de conviction presque dans l'avenir. Elle est dans l'immédiateté. Elle est dans le projet tout de suite. Et elle ne croit pas au plan de carrière, elle ne croit plus à des projets d'évolution dans l'entreprise. Aujourd'hui, la mobilité dans le sens de la carrière est quelque chose de très, très fréquent.
Et donc, il ne faut plus parler le même langage qu'on parlait avant ou qu'on adressait avant à ces jeunes candidats. Aujourd'hui, grâce justement à la big data, on peut optimiser le processus de recrutement. Aujourd'hui, on peut s'adresser à toute, grâce aux réseaux sociaux, à toute une palette de candidats potentiels avec cette possibilité qu'offre la big data de prédiction des profils, d'optimisation, de ciblage des profils. Mais il ne faut pas que l'entreprise entretienne un discours contradictoire entre sa gestion interne et son message externe. Il faut qu'il y ait cohérence. Il faut qu'il y ait cette conviction pour faire engager ces jeunes collaborateurs parce qu'ils veulent vraiment l'aventure. C'est des aventuriers. Ils ne viennent pas pour faire carrière dans une perspective à long terme. Ils viennent pour vivre une expérience et ils se disent que demain, peut-être que l'aventure sera ailleurs. Donc ça, c'est la partie, disons, captation des talents, qui aujourd'hui est complètement métamorphosée avec le digital, avec les réseaux sociaux, avec l'évolution de cette génération Y. Alors, il y a l'autre dimension de la gestion des ressources humaines, qui est la gestion des compétences. Avant, la gestion de compétences se faisait dans un cadre de plan de formation, d'entretien qui permettait d'identifier les besoins de formation, etc. Donc tout ce format-là est complètement dépassé. Aujourd'hui, avec ce qui a été avancé tout à l'heure, avec l'émergence de l'e-learning, avec la possibilité de pouvoir... Alors, avec la possibilité de la formation permanente, grâce aux outils qu'offre Internet, ce qui est la dimension ou la compétence qui est la plus, disons, recherchée chez les candidats, c'est cette capacité à apprendre à apprendre. Parce qu'aujourd'hui, l'apprentissage est quelque chose qui doit se faire à la limite en dehors de l'entreprise. Parce que le jeune aujourd'hui, il a une possibilité d'apprentissage qui est extrêmement large et qui l'affranchit, qui affranchit le processus de formation de l'espace et du temps. On peut se former à n'importe quel moment et n'importe où, même peut-être la nuit. Ça, je crois que les jeunes aujourd'hui sont très accrochés à cela, c'est de pouvoir s'informer, de pouvoir se cultiver avec toutes les possibilités qu'offre Internet. Donc l'entreprise doit intégrer ce mode nouveau d'organisation et de gestion de formation. La formation devient courte, mais plus souvent. La formation est délocalisée. La formation utilise plus des outils numériques, le e-learning, la possibilité de tutorat, etc. Donc ces politiques aujourd'hui de formation doivent être intégrées dans la gestion des ressources humaines. Il y a aussi la dimension de gestion des carrières. Et là, quand je parlais de la formation, c'est cette possibilité aussi d'optimiser l'évolution des parcours de compétences avec ce qu'offre aujourd'hui la Big Data, qui permet de recueillir le maximum d'informations, de données sur le collaborateur, sur leur historique, sur leurs possibilités d'évolution de carrière, etc. Donc tout ça est rassemblé par la data et qui donne un outil de gestion efficace, optimale pour l'entreprise, pour suivre le parcours de formation et de compétences de ses collaborateurs. Tout à l'heure, je parlais des recrutements. Là aussi, les compétences des candidats ne se limitent pas ou ne se résument pas à ce qu'apporte un candidat à travers son CV. Aujourd'hui, l'entreprise peut capter
ces informations ou globaliser ces informations sur ces candidats à travers les réseaux sociaux, à travers tout ce qu'ils ont mis comme information dans toute la galaxie numérique pour optimiser le processus de recrutement. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qui révolutionne la gestion des ressources humaines. Alors, là aussi, sur la partie gestion de carrière, le numérique offre des possibilités extraordinaires parce qu'avant, on avait ce qu'on appelait l'entretien annuel d'évaluation, rituel annuel, qui faisait que le hiérarchique se mettait devant son collaborateur avec une sorte de réunion solennelle où on faisait le point sur ce qui a été réalisé, ce qui n'a pas été, avec les objectifs pour l'année prochaine, etc. Tout ça, c'est aujourd'hui en train d'être dépassé avec cette possibilité de suivre en temps réel les performances du candidat, de les évaluer, de les apprécier et de pouvoir les orienter et même, je dirais, de les prédire les parcours de carrière à travers cette puissance de calcul qu'offre la Big Data. Donc ce sont là tous les avantages, les atouts aujourd'hui sur le plan de la gestion des ressources humaines qu'offre cette révolution numérique. Et je dirais pour conclure, aujourd'hui on parle d'Uber, mais Uber c'est un peu la forêt, l'arbre qui cache la forêt. Parce que derrière ça, il faut que l'on soit en mesure d'anticiper ces évolutions-là et surtout qu'on s'y prépare parce que la vague est là, c'est une lame de fond. Elle ne va pas nous épargner, contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, je suis désolé. Aujourd'hui, c'est irréversible. Et je rejoins le point de vue de M. Badr. Il faut tout simplement qu'on se prépare, qu'on se donne les chances pour un pays qui dispose d'un potentiel de jeunesse, d'intelligence extraordinaire, qu'on libère ce potentiel-là, qu'on lui donne la possibilité de profiter à fond de cette révolution numérique. Tout à l'heure, M. Babini l'a dit, l'Afrique aujourd'hui a une chance extraordinaire, même si elle a été considérée toujours comme étant des pays arriérés, parce que aujourd'hui, il y a cette révolution télécom qui permet presque de brûler les étapes et de ne pas passer par ce chemin nécessaire ou ces étapes de croissance nécessaires qu'a connu l'Europe ou les États-Unis. On peut faire le saut, le gap, grâce à cette richesse qui est le numérique. Alors profitons-en, préparons-nous. Je crois qu'au niveau du ministère, il y a cette vision et j'espère qu'elle va se renforcer et va permettre le succès de cette révolution numérique. Et merci. Merci à vous, Sir Khalid, pour nous avoir éclairé justement sur la gestion des ressources humaines à l'ère du numérique. Je pense que vous allez passer votre micro à votre voisin de gauche, qui est donc monsieur Youssef Chir, chef de la division communication de l'ANAPEC, puisqu'on parle de compétences aujourd'hui. Eh bien, vous aviez mis en place cette stratégie, une nouvelle stratégie de cross-canal numérique de l'ANAPEC. C'est la digitalisation du recrutement pour le secteur. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette stratégie ? Je pense que le micro est ouvert. Allez-y. Voilà, tout d'abord, permettez-moi de remercier la Fédération des transporteurs touristiques d'avoir invité l'ANAPEC pour faire part à ce panel. Et permettez-moi aussi de féliciter Monsieur le Président et l'ensemble des membres pour le choix de la thématique. Absolument, cette thématique donc, qui vient à point nommé avec la révolution numérique et digitale que connaît le monde et que connaît le Maroc aussi. Donc aujourd'hui, la digitalisation, à mon sens, est une réalité. Donc ce n'est plus un choix que d'aller ou ne pas aller sur le digital. C'est une réalité. Il offre certes des opportunités pour certains, mais il pose aussi des contraintes pour d'autres. Donc il faut s'y mettre, il faut se préparer, il faut évoluer. L'avantage de cette transformation digitale et de cette révolution digitale, c'est que la longueur d'avance par rapport, c'est-à-dire à des pays précurseurs, à des entreprises précurseurs, donc n'est pas un privilège, parce que l'évolution
L'innovation, donc c'est tous les jours, ça change tous les jours, ça évolue tous les jours et on a toujours la possibilité de prendre le train. Donc il faut tout simplement s'y mettre et mettre les ingrédients nécessaires pour y aller. Alors, c'est une occasion intéressante pour nous, à l'ANAPEC, de présenter un peu aux transporteurs touristiques ce que l'ANAPEC a fait en matière de digitalisation. Permettez-moi de vous dire que l'ANAPEC est en train de se digitaliser pour vous accompagner. Donc voilà, donc ça c'est une vision aujourd'hui qu'on partage et c'est une volonté que de pouvoir donner et de présenter 100% des prestations de l'ANAPEC en ligne ou autrement dit à distance, que ce soit par téléphone ou à travers le web. Donc c'est une orientation, c'est-à-dire on ne souhaite pas que nos clients, que ce soit les candidats ou les entreprises, soient obligés de venir en agence. On souhaite que nos clients puissent accéder à l'ensemble des prestations disponibles en agence à distance, soit de la maison, soit de leur bureau dans le cas des entreprises. Alors la réflexion a démarré en 2013 où nous avons fait un constat très simple. Du côté candidat, du côté chercheur d'emploi, nous recevons annuellement quelques 300 000 chercheurs d'emploi, dont 150 000 nouveaux inscrits. Donc par rapport à ces visiteurs que nous recevons annuellement, on arrive uniquement à délivrer nos prestations à 70 000 personnes. Donc il y avait un gap, un écart à combler. Donc face à ça, nos moyens sont limités. Nous avons 75 agences, nous avons uniquement 420 conseillers en emploi. Donc dans tous les cas, on n'arrivera jamais avec les moyens actuels à satisfaire tous ces besoins. En face, nous avons une opportunité dans les nouvelles technologies. Nous avons 17 millions d'utilisateurs d'Internet. Nous avons un taux de pénétration du mobile qui dépasse aujourd'hui les 140%. C'est-à-dire un Marocain, s'il n'a pas un GSM, il en a deux. Donc, toutes ces opportunités nous ont poussé à réfléchir à cette voie du digital comme, c'est-à-dire voie possible et prévisible pour pouvoir rapprocher nos services de nos cibles, pour pouvoir améliorer la qualité de nos prestations, pour pouvoir apporter plus de proximité, pour être plus proche de nos clients et pour pouvoir, et ça c'est l'objectif ultime et final, pouvoir délivrer 100% de nos prestations à distance. Alors, donc en 2013, on a commencé à lancer un certain nombre d'outils pour effectivement pouvoir diversifier les canaux de délivrance des prestations. Très tôt, nous avons mis en ligne un site d'intermédiation. C'était un site basique, on pouvait poster des offres d'emploi. Donc c'était l'objectif principal était la visibilité de ces offres. Donc après, nous avons fait une étude et un benchmark à l'international par rapport à tout ce qui se fait chez les services publics d'emploi au niveau international. Nous avons été voir ce qui se passe en France, en Allemagne, en Suède, en Hollande. Nous avons aussi été voir, parce qu'un site d'intermédiation, nous l'appelons comme ça, nos services publics d'emploi, mais il n'est autre qu'un job board. Et donc, il fallait aussi aller voir ce que font les job boards. Donc, on a été voir les job boards marocains, les sites de recrutement marocains, ce qu'ils font. On a été voir ce que font les sites de recrutement au niveau international. Et donc, à l'issue de ce benchmark, nous avons donc mis en place donc un nouveau portail de recrutement, anapec.org, qui constitue aujourd'hui, il faut le savoir, non pas un simple site de recrutement, mais plutôt une solution de recrutement qu'une entreprise, surtout PME, parce que généralement les grandes entreprises, les multinationales, ils ont leurs propres outils RH ou outils de recrutement, mais notre site, il offre à travers c'est-à-dire un compte personnalisé de l'entreprise, à travers un mot de passe
et c'est-à-dire un compte et un mot de passe. Donc il peut avoir tout un outil qui peut aider les entreprises dans leur recrutement. Il offre de l'autonomie en matière de recrutement en ligne, c'est-à-dire que l'entreprise peut venir mettre son offre directement sur le portail de l'ANAPEC. Bien évidemment, nous avons développé un certain nombre de fonctionnalités, c'est-à-dire au niveau et aux normes internationales, et nous sommes en train de les mettre en place d'une manière progressive et nous accompagnons, les entreprises pourront bénéficier. Donc l'entreprise pourra mettre, c'est-à-dire en ligne son offre d'emploi, après il peut recevoir directement les candidatures sur son espace personnel, il peut trier à n'importe quel moment et peut se faire aider par un conseiller en emploi de l'ANAPEC qui peut assister l'employeur, que ce soit en matière de présélection. On peut également organiser des entretiens téléphoniques, on peut organiser des tests psychotechniques, on peut organiser, c'est-à-dire un ensemble, c'est-à-dire assister à l'entreprise lors d'un certain nombre d'étapes du processus de recrutement. Les candidats shortlistés, présélectionnés par l'entreprise, peuvent être automatiquement, c'est-à-dire à travers un clic, convoqués à un entretien via un système d'SMS connecté à notre système d'information. Donc, et voilà, donc l'entreprise il peut appeler ces candidats. Il peut même, dans le cas où il souhaite bénéficier, c'est-à-dire du contrat insertion, qu'on appelle dans le jargon commun contrat ANAPEC, donc il peut même l'éditer automatiquement et aller jusqu'à voilà, donc, la signature du contrat. Voilà, donc ça c'est l'ensemble des prestations qui sont à destination des porteurs des entreprises. Donc voilà, vous pouvez, pour être assisté dans l'utilisation de notre portail, prendre contact avec un centre d'appel qui est là pour assister toute personne souhaitant voilà, utiliser notre portail. Merci. Merci à vous, Youssef Chir, chef de division communication de l'ANAPEC. Alors, on va revenir un petit peu sur ces outils numériques qui sont aujourd'hui à votre disposition, notamment pour une entreprise de transport. Avec comment la possibilité de les implanter dans votre entreprise, avec l'intervention de Hamid Ediri. Alors je disais tout à l'heure, Hamid Ediri est docteur en sciences de gestion des systèmes d'information. Il est directeur de division à Atlas Voyage. Si Hamid, si vous souhaitez intervenir. Bonsoir tout le monde. Merci Monsieur le Président de la Fédération nationale du transport touristique. Merci au Président de l'Association du transport de Casablanca. Donc mon intervention aujourd'hui je vais prendre un peu de recul par rapport à toutes les interventions parce que c'est un cas réel que je vais vous présenter et je vais faire des allers-retours par rapport aux interventions, notamment celle de Cheikh Khalid qui concerne le RH et celle des développeurs de Perinfo parce que l'implémentation d'une nouvelle technologie aujourd'hui n'est pas toujours une chose facile. Mais avant que je commence, donc premièrement, je vais vous présenter le plan de ma présentation. Donc, en premier lieu, contexte et enjeu. Dans un second lieu, l'innovation et la mobilité des touristes. Je vais passer en revue. Après l'innovation et numérique chez une entreprise, à savoir Atlas Radar, qui fait partie du groupe Investour. Et bien sûr, synthèse et conclusion. Donc, premièrement, je vais commencer par les contextes et les enjeux. Je ne peux pas attaquer une problématique sans la délimiter par rapport à son contexte et ses enjeux. Et le premier enjeu qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que l'accroissement de la concurrence dans le secteur du tourisme aujourd'hui exige une innovation organisationnelle importante. Pourquoi ? Aujourd'hui, on assiste à une concurrence entre les intervenants du tourisme et la création de valeur, que ce soit sur le niveau qualité ou coût, vient par le recours à la technologie. En deuxième lieu, on assiste à une évolution du comportement du consommateur. Aujourd'hui, le consommateur, à savoir le touriste, aujourd'hui donc utilise beaucoup la technologie. Après, bien sûr, on assiste par rapport aux entreprises aujourd'hui à un changement de modèle d'affaires. Et là où je me sens un peu gêné par rapport
au-dessus des entreprises touristiques marocaines, c'est généralement des PME. Et les PME sont généralement caractérisées par la rareté des ressources. Quand je dis ressources, je parle de la ressource financière, mais on peut trouver la solution pour la ressource financière. Mais ce qui est très important, c'est la ressource connaissance. Les entreprises aujourd'hui souffrent de connaissances ou de ce qu'on appelle le knowledge management. Après, bien sûr, le quatrième point qui est très important, c'est que la stratégie d'introduction d'une nouvelle technologie n'est pas toujours facile. C'est des stratégies très complexes. Cette complexité touche premièrement le niveau RH, touche le niveau process, c'est-à-dire les pratiques métiers, touche aussi le niveau technologie, c'est-à-dire le choix d'une solution. Aujourd'hui, on peut assister à une panoplie de solutions, mais la question, comment je peux aligner ou réduire la distance entre les pratiques métiers et la technologie en question? Et ça renvoie vers ce qu'on appelle le modèle d'alignement stratégique d'Anderson et Van Catraman, qui reste la source la plus importante en matière d'implantation de technologie. Et toujours, quand je constate ça, c'est par rapport aux PME, c'est ça où je me sens un peu gêné, c'est que les PME marocaines, les PME touristiques ne disposent pas de ressources. Et là, je veux un peu développer mon interaction avec le directeur de l'économie numérique. Qu'est-ce qu'il devra faire la direction ou bien les pouvoirs centraux en matière d'accompagnement des PME marocaines qui ne disposent pas de ressources? C'est facile de dire aujourd'hui, je peux implémenter un système. J'ai Perinfo à côté de moi, je vais lui demander, et il va me dire, voilà, j'ai une solution prête qu'on peut implémenter. Mais le pourquoi de la chose, c'est-à-dire la conduite du changement. La complexité, elle est là. Et ma crainte aujourd'hui, c'est beau de parler de la technologie et du numérique, mais qu'est-ce qu'on a préparé pour implémenter la technologie? Ce n'est pas quelque chose de facile. Je peux vous dire qu'il y a même des multinationales qui ont assisté à des crashs en matière d'implémentation des technologies. Je peux parler des multinationales françaises, en ce qui est SAP, en ce qui est beaucoup de choses. Donc, je ne veux pas ouvrir la parenthèse à ce niveau-là, mais pour vous dire que la stratégie d'introduction de la technologie est complexe et il est révolutionnaire et il induit un changement radical. Mais ça, pourquoi? Pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est beau de parler de la numérisation, mais comment je peux l'accompagner? Donc, voilà comment il se présente le contexte et les enjeux. Donc, pour ce qui est innovation numérique et le secteur du tourisme, qu'est-ce qu'on veut dire déjà par l'innovation numérique? L'innovation numérique passe par l'introduction d'une technologie qui vient pour supporter les pratiques métiers traditionnelles. C'est-à-dire, j'ai un process métier, je l'automatise, c'est ce qu'on appelle le BPM, le Business Process Management, je l'automatise et c'est la machine qui supporte le métier. Ma question aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui les PME, on se le dit ensemble, est-ce que les PME touristiques aujourd'hui marocaines ont la capacité de passer à cette approche, c'est-à-dire de rendre les process automatisés? Mon deuxième point qui est très important, et là je rejoins le directeur de l'économie numérique, c'est ce qu'il a dit, c'est logique, le Booking.com va rester toujours, Airbnb va rester toujours. On ne peut pas faire face à ça parce qu'il y a une vitesse forte par rapport aux pratiques traditionnelles. Vous ne pouvez pas freiner ça. Vous ne pouvez pas freiner ça avec des textes de loi. Vous ne pouvez pas le faire parce qu'il y a un développement. Le pourquoi de la chose, parce que le numérique agit au niveau de l'offre et agit au niveau de la demande. La demande, c'est le client. Autant que le numérique répond aux besoins de l'offre, aux besoins de la demande, donc ici, automatiquement, la technologie prend le dessus par rapport aux pratiques traditionnelles. Et là, ça nous renvoie vers un concept qui n'est pas complexe, c'est le concept d'agilité. Aujourd'hui, comment les PME peuvent répondre? L'agilité, c'est simple, c'est la flexibilité. Cette agilité organisationnelle que les entreprises devront chercher à atteindre. C'est comment je vais m'adapter au changement d'environnement. Et l'environnement, c'est tout un ensemble. C'est le client, les moyens et tout ça. Donc, il y a tout un changement au niveau de l'environnement. Donc, à ce niveau-là, je peux dire que Booking.com va rester, Airbnb va rester et tous les autres acteurs vont rester. Ma question, comment je peux les exploiter
pour ne pas perdre ma place du marché? Comment je peux développer ce qu'on appelle le networking de la technologie networking? Comment je peux rendre la technologie un moyen et un acteur au niveau de mon organisation et de mon entreprise? Le troisième point, c'est l'innovation numérique. J'ai parlé de le e-modèle d'affaires, c'est-à-dire le e-business model. Aujourd'hui, l'innovation numérique produit tout de suite ce qu'on appelle le e-business model, c'est-à-dire le modèle d'affaires d'une entreprise devra automatiquement prendre en charge l'implémentation d'une technologie. Certes, ce n'est pas quelque chose de facile, mais il faut développer des connaissances, des compétences, et peut-être c'est le rôle de l'accompagnement de la direction de l'économie numérique. Franchement, il y a quand même une responsabilité en matière d'accompagnement pour assurer la pérennité pour les entreprises marocaines, notamment la PME et la TPE. Pour ce qui est de l'innovation numérique et le transport touristique, je peux le voir en deux niveaux, un niveau bac et un niveau front. Pour le niveau back office, c'est-à-dire j'aurai besoin d'une architecture qui va supporter mes flux, la gestion de mes mouvements pour répondre à une clientèle lambda. Cette clientèle lambda est située en front. Donc, comment je peux développer un système qui va répondre aux besoins en back et en front? Et c'est là où je vais vous présenter le cas d'Atlas Rider qui fait partie du groupe Investour, où il y a Atlas Voyage et d'autres entreprises. Et après, bien sûr, je vais vous en parler des facteurs clés du succès d'une innovation numérique. Donc là, je vais passer au cas d'Atlas Rider. Donc, c'était un cas au-delà logistique d'Atlas Rider et d'Atlas Voyage, qui a fait un cas d'une thèse de doctorat de l'Université de Toulouse, orientée étude de cas. Donc, le pourquoi de la chose. Premièrement, je vais vous présenter un aperçu. Eh bien, au niveau de notre entreprise, on a bien compris que la technologie et la technologie choisie, c'est-à-dire l'ERP, révolutionne les activités d'Atlas Voyage. Et c'était une décision qui a été prise au niveau du groupe Atlas Rider et Atlas Voyage depuis 2007. Et aujourd'hui, nous sommes en une phase de livraison. Et on a connu dans une première phase un échec, il faut le dire. Un échec avec un premier intégrateur. Pourquoi? C'est simple, son système ne répondait pas à la question d'agilité. Le multidevise et le multicanal, c'est-à-dire absence du Web 2. Il fallait choisir une autre approche, que je peux dire, c'est rare les PME marocains qui ont introduit ça, c'est l'approche SOA-BPM. C'est l'architecture orientée service, c'est-à-dire je démarre dans mon métier, je suis dans une pratique agile, c'est-à-dire flexible, et j'introduis mon métier, c'est-à-dire mes process, c'est une combinaison BPM et SOA. Donc, et ça, c'est pour répondre effectivement aux besoins d'agilité. Le concept agilité reste un peu savant, mais tout simplement, c'est la flexibilité, c'est pour répondre aux clients. Et bien sûr, pour arriver à tout ça, il fallait aligner, en arabe c'est tawafuq, aligner la technologie aux pratiques métiers. C'est la question la plus cruciale dans l'implémentation des technologies. Et c'est aujourd'hui toujours, je fais le renvoi, comment aujourd'hui on peut inscrire les PME touristiques dans l'ère numérique. Ce n'est pas quelque chose de facile quand on se compare à Booking.com et aux autres acteurs. Et à la fin, bien sûr, la notion d'accompagnement au changement. La TI, l'introduction des nouvelles TI, toujours induit ou bien implique des changements importants au niveau RH, process, technologie, voire même réduction de postes, mais il crée de nouveaux postes pour créer de la richesse. Et bien, tout ça, ça a donné naissance à un métamodèle basé sur la notion d'alignement stratégique et de l'apprentissage organisationnel. L'alignement stratégique, il appartient à Anderson 24 Raman, c'est des chercheurs de MIT, et l'apprentissage organisationnel, c'est celui d'Argyris. Donc, à travers ça, nous avons pu développer un modèle qui appartient aujourd'hui, avec toute modestie, à ma connaissance et à la connaissance d'Atlas Voyage. Elle est là,
c'est selon une approche systémique. Je ne peux pas implémenter une technologie si je n'ai pas une stratégie métasystème bien définie à la base. Après, j'ai un deuxième niveau, c'est la transformation et les conséquences, c'est-à-dire l'impact de cet alignement, l'impact de cette technologie sur l'organisation et sur le niveau individuel. Je vais surfer un peu parce que c'est un peu... C'est pas le moment de détailler ça, mais ma thèse, elle est, si jamais elle n'est pas disponible sur Google pour raison de plagiat, mais je peux la partager avec vous sur demande. Donc voilà, qu'est-ce qu'il dit le modèle d'Argyris? Il dit voilà que, premièrement, pour toute stratégie, il faut réaliser un objectif. Il faut limiter les échecs, éliminer les émotions négatives chez les utilisateurs. C'est le cas des PME aujourd'hui. Ils disent qu'est-ce qu'on va faire avec Uber, qu'est-ce qu'on va faire avec Airbnb, etc., etc. Et adopter une conduite jugée rationnelle. Et bien sûr, dans le deuxième niveau, c'est l'alignement et l'accompagnement au changement avec des résultats. Donc ça, ça reste un peu, c'est de la pratique, mais c'est par rapport à la théorie. Mais je viens vers la partie la plus importante qui vous intéresse, c'est vers les contributions managériales. Dans toute recherche, il y a des contributions théoriques, méthodologiques et managériales, mais là, je m'intéresse aux contributions managériales. Ce qui est très important, donc ce que je vous recommande, si jamais il y a des entreprises aujourd'hui qui veulent introduire de la technologie, c'est premièrement, c'est d'instaurer un dialogue entre l'AMOA et l'AMOE, par exemple, Perinfo, si jamais ils vous proposent une solution. Comment je vais les introduire? Inscrire donc les projets dans une approche process. Intégrer les trois vues. Je démarre du métier, je vais vers la vue fonctionnelle, c'est-à-dire les fonctionnalités de mon système pour développer mon système. Et à la fin, bien sûr, c'est instaurer bien sûr une culture process et l'engagement des gérants ou de la direction générale. Au niveau individuel, c'est-à-dire des utilisateurs, c'est les impliquer davantage, l'engagement et le soutien de la direction générale. Pourquoi? Parce que quand on assiste à l'absence d'engagement de la direction générale, on assiste à l'absence d'engagement à tous les niveaux hiérarchiques. Et bien sûr, c'est mettre les moyens, ressources, connaissances et capitaliser sur les ressources, sur les expériences. En synthèse, l'innovation numérique a un caractère révolutionnaire et s'impose aux entreprises touristiques. On ne peut pas y échapper. Le succès de stratégie d'innovation est basé sur le développement des capacités distinctives. Et là, je fais le renvoi vers la connaissance. On ne peut pas aujourd'hui développer un système si on ne dispose pas de connaissances. Et à la fin, la gestion et l'accompagnement de changement. Et pour en finir, le secteur du tourisme, que ce soit transport et agent de voyage, est composé de PME. Si aujourd'hui on ne s'inscrit pas dans une approche de développement d'alliance pour développer une capacité importante pour faire face à la concurrence, je suis sûr que notre métier va disparaître. Et merci. Merci Siamid pour ces recommandations. Je pense que je vais vous emprunter le micro, car j'imagine qu'il y a certainement des questions dans la salle par rapport à ces différentes interventions. En tout cas, profitez-en. Nos experts ont les compétences requises pour répondre justement à toutes vos doléances et remarques. Qui souhaite intervenir? S'il n'y a pas de questions, moi j'en ai déjà une première. On a parlé tout à l'heure de compétences, de ressources humaines. On a vu qu'aujourd'hui, il y avait aussi l'utilisation des réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, il est nécessaire pour une entreprise de transport touristique d'avoir recours à un community manager, par exemple, à votre avis? Je crois que pas plus tard que la semaine dernière, Facebook vient de lancer le réseau social entreprise. Alors ça veut dire quoi, réseau social entreprise? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le réseau social, c'est un réseau à l'échelle de la communauté, c'est-à-dire tout le public qui pouvait utiliser le réseau social pour communiquer avec les amis, avec la famille. Mais on a vu tellement l'utilité de ce réseau et son impact sur l'agilité dont on vient de parler, que les entreprises ont aujourd'hui
adopter le réseau social Facebook à l'échelle de l'entreprise pour permettre une sorte de, disons, d'intranet interne qui permet une meilleure communication, une communication fluide, mais aussi un suivi plus personnalisé des parcours des collaborateurs pour forger leur parcours de formation, leur évolution de carrière, bien sûr sonder leurs impressions, développer la communication interne, et tout ça avec tous les risques que ça comporte. Parce qu'aujourd'hui, quelles limites va mettre l'entreprise dans ce genre de communication à travers ce réseau social interne qui va peut-être demain donner du pouvoir aux collaborateurs, qui sera en mesure peut-être même d'évaluer son supérieur hiérarchique, hein, peut-être d'émettre quelques avis qui ne plairont pas à son supérieur. Donc, c'est quelque chose qui vient d'être mis en place avec tous ces risques-là. Mais on a tellement vu l'opportunité qu'offre le réseau social adapté à l'entreprise que des grandes entreprises, des multinationales, des banques, des assurances l'ont déjà adopté. Voilà. Donc c'est tout bénef. Y a-t-il une autre question dans la salle? On va peut-être passer alors aux recommandations. Chacun d'entre vous, en 1 ou 2 minutes, pas plus, si on peut faire une réflexion, une conclusion, une synthèse de tout ce que vous avez dit. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir si Dadoun, représenté, je vous rappelle, la société Perinfo. Alors, oui, voilà. Alors, très succinctement, une démarche d'informatisation, une démarche de numérisation, une démarche d'économie digitale, de transformation numérique, tout ce que l'on veut, passe forcément par une décision qui doit venir du top management, ça doit être une décision du chef d'entreprise au plus haut niveau, qui doit être déclinée au niveau de toute l'entreprise avec les formations adéquates, avec les ressources nécessaires. Et c'est un véritable accompagnement qui doit se faire dans l'entreprise. Donc c'est une transformation interne également, qui doit accompagner la transformation numérique, et ce, quel que soit le projet. Et juste une conclusion, Rupert Murdoch disait, j'ai lu ça récemment, que en fait, le monde se transforme terriblement, très rapidement. Ce ne sera plus le gros qui battra le plus petit, ce sera le plus rapide qui battra le plus lent. Donc à partir de là, on est obligé de pouvoir se mettre en ordre de marche pour pouvoir véritablement réussir ce pari numérique, et ça concerne absolument tout le monde. Merci, M. Dadoun. Siamid, vous avez le micro, gardez-le. Donc ma conclusion par rapport à ce que j'ai présenté, le premier point le plus important, c'est qu'on ne peut pas échapper à la technologie. Et aujourd'hui, la technologie devient un acteur et non pas un moyen. C'est un acteur stratégique. Deuxième point très important, l'implémentation des technologies nécessite avant tout une politique d'accompagnement au changement. S'il n'y a pas une vraie politique de conduite de changement, on peut assister à un échec d'introduction de cette technologie. Et en troisième lieu, le succès d'une telle technologie demande le développement de capacités, et notamment les capacités intangibles, à savoir la connaissance. Aujourd'hui, c'est facile d'acquérir un système, mais quelles sont les connaissances et les ressources qui vont le supporter? Donc voilà comment je vous résume le modèle d'implantation d'une telle technologie. Et merci. Sirali de Moïb. Moi, je résume en une seule phrase, la conclusion. Et en parlant de compétences, il faut développer 2 compétences pour la génération à venir, que ce soit à l'échelle de l'entreprise ou à l'échelle de l'enseignement. C'est l'apprentissage du code et l'apprentissage de l'anglais. 2 compétences majeures pour le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Voilà. C'est Youssef Chir. Finalement, moi je dirais que si les entreprises du secteur, les entreprises connaissent cette transformation digitale, et le fait
qui sont en train de réinventer leur business model. Donc sachez que l'ANAPEC aussi est en train de réinventer son business model, effectivement, pour s'adapter à cette révolution numérique. Donc là, je vous dis que nous sommes là, prêts à vous accompagner pendant tout au long de votre processus de recrutement, que ce soit en agence, si vous voulez bien nous rendre visite, ou à distance à travers la multitude de canaux que l'ANAPEC a développés et qu'il continue de développer. Merci. Merci à vous, messieurs. Nous vous remercions pour votre expertise, ce partage de savoir. Et comme vous le savez, dans toute révolution, toute transformation numérique, souvent les pécunes sont les nerfs de la guerre. Eh bien, je vais appeler monsieur Benzakour, directeur général du groupe Taslif, qui va nous éclairer un petit peu sur les produits qui sont aujourd'hui mis à la disposition de vos entreprises pour notamment régénérer votre parc automobile. Je voudrais d'abord commencer par partager avec vous ce que j'ai pu retenir. D'abord pour commencer par remercier le président de m'avoir invité à cette occasion et vous dire que les transformations que nous vivons aujourd'hui nous emmèneraient fatalement vers un autre monde et il n'y a d'autre valeur pour le faire que d'être agile. Et donc, nous faisons chez nous, dans le groupe Taslif, de cette valeur, agilité, une valeur que nous partageons avec tout le monde. Alors, très rapidement, nous allons vous présenter Taslif, qu'est-ce que Taslif et qu'est-ce qu'elle peut vous apporter. C'est une entreprise qui existe depuis 30 ans et qui contribue à la croissance des professionnels du transport de façon régulière. Elle est cotée à la bourse depuis une vingtaine d'années et donc elle privilégie les valeurs de transparence et de responsabilité sociale. Elle accompagne en tant que filiale de Saham Assurance et de Sanam l'ensemble des secteurs de transport, dont l'automobile, que ce soit les voitures de luxe, les minibus, les autocars, etc., sous toutes ces formes de crédits classiques que vous connaissez ou de crédits de ce qu'on nous appelons la location avec option d'achat ou le leasing plus communément partagé. Alors, l'adossement de Taslif à Saham Assurance lui confère une capacité de couverture du territoire national la plus élargie et elle a la particularité d'être innovante dans les financements des équipements de confort avec des avantages pour le financement de parcs respectant les normes de l'environnement. Alors, nous avons tous partagé un certain nombre d'informations sur cette partie-là de la numérisation. Nous allons rapidement utiliser un terme qui aujourd'hui probablement va rentrer dans le langage français, le mot ubérisation des taxis dans le monde. C'est quelque chose que nous vivons, qu'on le veuille ou pas. Nous attendrons peut-être que les États du monde se mettent d'accord pour qu'il y ait une imposition pour une meilleure équité fiscale mondiale. On verra. Il y a le covoiturage qui est optimisé aujourd'hui grâce à ces plateformes informatiques et de nouvelles technologies qui permettent d'aller plus rapidement dans cette économie de partage. Il y a des autoroutes de grandes lignes que vous voyez en France aujourd'hui qui commencent à créer des liaisons point à point. Et vous avez toutes les nouveautés dans les modes de transport électrique que nous constatons. Donc le numérique offre une mobilité durable, accessible, sûre et accueillante. Donc il y aura en plus des avantages concrets pour accompagner les transporteurs touristiques, la possibilité de financer avec des avantages particuliers tous les parcs de transport qui sont équipés aux normes internationales en matière de protection de l'environnement. Il y a également la possibilité d'accompagner tous ceux qui souhaitent relever le défi de l'accessibilité et de la disponibilité pour les gens à mobilité réduite ou pour respecter un mode de transport sûr. Là aussi, nous avons monté des produits spécifiques pour accompagner tous les transporteurs qui souhaiteraient innover en la matière, les transporteurs touristiques, pour mettre en place des financements adaptés. Je ne vais pas parler de ces révolutions. Nous pouvons également, via des partenariats avec des constructeurs et des fabricants de numérique, mettre en place un système d'équipement qui sera financé directement dans le cadre des opérations de crédit que nous avons présentées, que ce soit pour les GPS, les Wi-Fi, tout système de contrôle.
par rapport à l'ensemble des produits que nous pouvons construire ensemble. Donc, nous nous engageons envers vous de vous mettre à disposition des interlocuteurs dédiés avec un accueil personnalisé, et nous essayerons également de soulager la trésorerie d'un certain nombre d'opérateurs par des refinancements capables de vous donner des moyens pour améliorer davantage votre parc. Donc, il y a à votre disposition un flyer qui va vous permettre terre à terre de comprendre quels sont les documents qui seront mis à mettre à disposition pour pouvoir bénéficier de ces avantages. Voilà, donc très concrètement, et terre à terre, Taslif est l'accompagnateur agile à la disposition des transporteurs et des professionnels pour mettre en place des produits capables de vous accompagner dans vos développements et dans vos défis. Voilà, et pour cela, je crois que nous allons signer une convention avec la FNTT. Voilà, vous avez les silos, c'est parfait. Bah, ça mérite quelques applaudissements quand même. C'est un bel encouragement. Un petit mot peut-être, monsieur Othman Cherif Alavi, par rapport à cette convention. Je crois que là, nous avions, lors du forum de Tanger, parlé de la mutualisation de services pour l'ensemble des membres. Aujourd'hui, c'est la première mutualisation que nous offrons, c'est le financement. C'est très important pour l'ensemble des transporteurs. Nous espérons qu'avec la société de crédit Taslift et le groupe Saham, nous pourrons avancer dans d'autres opportunités de services. Et il y a avec la Flascam, Saham et la FNTT des services qui sont en cours de validation pour apporter aux transporteurs des services à tarifs exceptionnels en cas de panne ou d'accident. Et là, avec Taslift, nous espérons que l'ensemble des membres pourront profiter de cette convention et de voir la mutualisation se mettre réellement en marche pour l'intérêt, bien sûr, de la compétitivité et la rentabilité des transporteurs touristiques marocains. Je remercie Sibn Zakour et son groupe pour avoir participé en tant que sponsor à cet événement et aux autres événements qui seront à construire. On essaiera de faire avec eux une caravane d'ateliers sur les meilleurs modèles de financement dans les grandes villes touristiques du Royaume. Je remercie et je félicite les présidents des associations régionales du Royaume qui ont bien voulu venir assister personnellement à ce forum. Et ainsi, on pourra faire une évaluation dans les 6 prochains mois de la portée de cette convention. Merci beaucoup. Merci. Oui. Alors, la conclusion de ce deuxième forum organisé par l'Association régionale des transports touristiques du Grand Casablanca, eh bien, je vais appeler monsieur Mehdi Taleb, qui est directeur de la réglementation du développement et de la qualité au sein du ministère du Tourisme. Je vais donc lui céder la parole et lui laisser le soin donc d'apporter son mot de conclusion par rapport à cette journée de réflexion ô combien enrichissante. Bonsoir à tout le monde. Je me présente, Mehdi Taleb, directeur de la qualité, réglementation du développement au ministère du Tourisme. Parler du digital, quand on est confronté à une chaîne de valeur qui est en perpétuel mouvement et recomposition, c'est un exercice périlleux parce qu'il ne faut fâcher personne. Ni les hôteliers, ni les agences de voyage, ni les plateformes, ni les guides, ni les transporteurs touristiques.
Et tout à l'heure, Madame Belkziz, la présidente de l'APB, avait parlé d'un contenu local, avait parlé comment sécuriser nos enfants face à l'outil Internet, comment réglementer toute cette pratique, toute cette consommation d'Internet. Moi, ça m'a rappelé une histoire que j'avais vécue en 2007. En 2007, je revenais d'une formation et j'étais tout content d'acheter à mon fils qui n'avait pas encore 5 ans un PC, en fait, une marque, je vais la citer, VTech, où il y avait une compilation de jeux. C'était un outil ludique pour permettre aux jeunes, aux enfants, de s'approprier l'outil Internet. J'étais tout content, ça m'a coûté une journée de per diem. Pour un fonctionnaire, c'était important. Et en rentrant vous pouvez chez rapprocher moi, le micro, s'il vous plaît. Rapprochez le micro. et en rentrant chez moi, je lui présente l'outil. 5 ans, même pas 5 ans, il me dit, il ouvre, il me dit, papa, il n'y a pas Google. Moins de 5 ans, en 2007. Donc cette réaction, en fait, face à ce comportement, je ne savais pas comment réagir. Je ne savais pas comment réagir. Comment réagir. Et pour faire un lien avec notre atelier, en fait, cette intrusion soft des nouvelles technologies, cette ubiquité numérique, moi j'appellerais la surexposition digitale. Face à la surexposition digitale, personne ne sait faire. On apprend sur le tas. On peut vendre tout ce qu'on veut comme solution, comme ERP, comme process, comme accompagnement. On apprend sur le tas. On n'est pas né des androïdes, on est né des humains. Donc on a une capacité d'apprentissage. On est programmé sur notre ADN, sur certains éléments, mais on n'est pas programmé sur l'outil Internet. Donc cette surexposition digitale fait qu'à l'échelle de l'individu, on partage sans le vouloir, à tort ou à raison, parfois c'est voulu, notre vie intime, notre vie personnelle, à travers des photos, à travers des expériences sur les réseaux sociaux, mais quelque part ça crée un contenu pour les marketeurs, ça crée un contenu pour faire du design de produits, ça crée un contenu pour créer de nouveaux produits. À l'échelle de l'entreprise, c'est plus compliqué. C'est des process, c'est de la qualité. Pour le tourisme, c'est une promesse client, c'est une industrie de services, donc ça se complique davantage parce qu'il y a l'élément humain. Donc on n'est pas dans des produits de substitution, donc on n'est pas dans le eating, sleeping, eating, donc eating, sleeping et swimming. Donc c'est ce qui se passe à Marrakech, donc il y a une concurrence sur le prix. On n'arrive plus à vendre quelque chose que ces 3 éléments. Donc c'est plus compliqué pour le tourisme parce que c'est une industrie de services, donc c'est le process, c'est la certification, c'est la qualité, qu'on le veuille ou non. Pour le tourisme, de quoi on parle? On parle d'un métier corporatiste. Première vue, c'est libéral. Sirtman arrive à nous fasciner par son discours, les professionnels arrivent à nous fasciner par leur discours, mais finalement, moi qui suis confronté à une chaîne de valeur corporatiste, on a du mal à trouver le bon équilibre. Comment travailler avec les hôteliers? Comment faire la part des choses avec les OTA? Est-ce qu'on doit fermer Booking? Est-ce qu'on doit fermer Airbnb pour faire plaisir à la FNIH, pour faire plaisir aux hôteliers qui ne veulent pas avoir une force de frappe et créer une plateforme propre au Maroc, parce que chacun dans sa verticalité, chacun dans son petit coin égoïste comme acteur économique. Ça, c'est la réalité des choses. Est-ce qu'on doit fermer les agences de voyage, parce qu'on a des plateformes, des intermédiaires qui sont en train de recompositionner là, toute l'intermédiation par rapport aux services? Qu'est-ce qu'on doit dire aux guides? On a une population de guides qui dépasse les 3000. Pas plus qu'un mois, je tenais une réunion avec les associations régionales. Et j'étais en train de leur expliquer que les guides, ce sont les diplomates de la destination. Ouais, super, ça c'est bien. Les diplomates, guides, on change nos éléments de langage, on passe de guide à un diplomate de la destination. Parce qu'il est confronté, il est en contact direct avec le touriste. Parce qu'on parle de comment le Maroc a géré le printemps arabe, ben, ce n'est pas le Mouhidine, le Mourabitin. Ils sont sur Wikipédia, sur Google. Les touristes sont interpellés, sont intéressés par comment le Maroc contemporain, comment le quotidien, le Marocain gère le quotidien, comment le Marocain gère la nouvelle constitution, comment la monarchie a pu dépasser les difficultés, comment le gouvernement gère les nouveautés de la constitution, comment le Marocain s'approprie tout ça. Donc ça, c'est quelque part le rôle du guide. Donc on doit le former. Si on rajoute
La difficulté par rapport au digital, moi, mon souci, c'est que dans quelques années, peut-être moins, un opérateur me dit ben, je vais importer des guides Android. Il me faut une autorisation. Qu'est-ce qu'on va faire avec les 3000 guides? On les tue, on les repositionne quelque part. Il faut qu'on retravaille sur la réglementation pour améliorer leur employabilité, parce qu'ils ont amassé quand même, ils ont développé un savoir-faire et un contenu, mais on ne les a pas aidés à muter vers l'entreprise. Et il y a un élément important par rapport aux guides, parce que c'est une population qui est très instable. Les guides qui travaillent sur les espaces naturels, lorsqu'ils décident de passer de l'autre côté et travailler sur les agences de voyage, ils réussissent. Parce que quand même, ils ont développé un savoir-faire assez important et ils arrivent à changer de positionnement dans la chaîne de valeur. Si Mouhid, tout à l'heure, vous avez parlé de l'emploi. Il faut maintenir l'emploi, il faut créer de l'emploi. Forcément, dans tout changement économique, tout changement de modèle, il y a de la destruction, qu'on le veuille ou non. Sur le textile, il y a quelques années, on vendait de la sueur pas chère. Là, on fait du design et de la création. Donc, il y a une destruction d'emplois, mais il y a une création d'emplois à forte valeur ajoutée. Pour le tourisme, il ne va pas échapper à ce modèle. Sur le design du voyage, sur la conception de nouveaux produits, sur la connectivité. Bien entendu, tout ça nécessite une conduite de changement. On ne décrète pas un système d'information organisationnel. On ne décrète pas le digital au quotidien. Ça demande une période d'adaptation au niveau de l'organisation, au niveau du modèle, au niveau des RH, au niveau des DRH de manière générale, au niveau de la compta. En fait, toutes les briques de l'organisation nécessitent une période d'adaptation. Donc, par rapport à ce cycle très lent d'adaptation, on est confronté à une réalité du terrain. Deux éléments importants. Le carnet de commandes et la trésorerie. On peut raconter tout ce qu'on veut sur le digital, sur les innovations, sur le produit à créer. Le gestionnaire de la PME, il est confronté à deux réalités. Le carnet de commandes, qu'est-ce que ça couvre? Et la trésorerie. En fin de mois, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est les deux réalités. Donc, cette difficulté entre gérer le court terme et les ruptures technologiques qu'impose le digital, donc c'est un défi pour la PME marocaine, mais aussi c'est un défi pour le tissu associatif qui était habitué à une logique corporatiste. Les hôteliers travaillent, on ramène, les transporteurs travaillent avec le voucher, alors qu'on passe à côté on court-circuite le voucher, les gens se sont focalisés de manière maladive sur le voucher, ou sur le manifeste, alors que à la Silicon Valley, ils ont l'ambition de refaire le monde. L'année dernière, j'étais à la Silicon Valley, on leur parle d'un voucher, ils nous prennent pour des primates. Sincèrement, manifeste ou voucher, on nous considère comme des primates par rapport à ce raisonnement. Ça ne parle à personne, c'est quelque chose marocain. Un voucher et un manifeste. Alors qu'on a des jeunes post-adolescents à la Silicon Valley, ils ont l'ambition de refaire le monde. Donc si on ne prend pas en considération l'ambition de quelques-uns à la Silicon Valley, très loin du Maroc, qui veulent refaire le monde, recréer le monde, si on ne s'adapte pas, on est déconnecté du monde, on passe à côté. Dernier point, on a parlé de Booking. Là, je risque de m'exposer par rapport aux opérateurs voyagistes, mais je vais essayer de trouver le bon dosage. Qu'est-ce qu'on retient de ces plateformes? Qu'est-ce qu'on retient de ce phénomène de Booking? D'ailleurs, Booking, on a signé un partenariat avec Booking grâce justement à la réaction de l'Association régionale des agences de voyage à Casa sur la partie agence de voyage. Avec Booking, on a eu l'engagement de leur part qu'il n'y aura plus aucun établissement non classé sur leur plateforme d'ici fin août. Donc ça, c'est le premier point qu'on a gagné. Airbnb, c'est plus compliqué parce qu'ils sont installés en Afrique du Sud, mais on est en train de finaliser la démarche avec Booking pour la dupliquer avec les autres opérateurs, mais on y arrive. Donc doucement, il ne faut pas tuer le business. Qu'est-ce qu'on retient de ces phénomènes? Lorsqu'un touriste décide de venir au Maroc, de prendre son sac à dos, de venir à l'ancienne Médina de Fès, sans passer par les circuits classiques, qu'est-ce qu'on retient? Que la destination Maroc est sûre. C'est ça le point le plus important à mon sens par rapport à ce contexte international qui est anxiogène, c'est que le Maroc est sûr.
On n'a pas besoin de passer par un circuit classique pour venir à Fès, à Marrakech, à Casa ou Rabat. Il y a un changement du comportement du consommateur qu'il faut qu'on intègre dans le design de la réglementation, c'est clair, mais dans la recomposition de la chaîne de valeur. Mais à l'échelle de l'économie nationale, il y a des plus. Lorsque le touriste s'installe dans l'ancienne Médina, ben, il y a la rénovation, il y a les équipements, l'électroménager, il y a une modernisation de l'infrastructure intramuros. L'économie nationale en profite, mais on n'arrive pas à la mesurer. Charge à nous, faite au niveau du tourisme, au niveau de l'administration, avec les opérateurs, au lieu de se focaliser sur l'investissement classique, sur l'hôtellerie. Est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question sur l'équilibre de l'offre territoriale? Au lieu de se focaliser sur l'hébergement, est-ce qu'on ne devrait pas s'orienter vers l'animation? Parce que le monsieur qui passe son séjour à l'ancienne Médina, il a besoin d'animation, il a besoin de contenu, il a besoin de s'amuser. Il n'a pas besoin d'un hôtel all-inclusive dans un périmètre urbain. Donc ce sont des phénomènes qui nous interpellent. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut régler du jour au lendemain. Ça demande une mobilisation des acteurs qui comprennent l'enjeu du digital, c'est irréversible. Il faut que le tissu associatif comprenne son rôle, redéfinisse son rôle par rapport à ce digital, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sortent. On n'a plus de frontières entre métiers. À part l'hôtelier et les logisticiens, le reste est amené à disparaître. Et le troisième point, c'est la réglementation. La réglementation, quelle que soit notre volonté d'améliorer la réglementation, notre compréhension des phénomènes, la réglementation sera toujours en décalage par rapport à la réalité du terrain. Mais qui fait la réalité du terrain et qu'est-ce qui permet à l'administration d'être réactive? C'est le rôle des opérateurs, parce que c'est les premiers qui sont concernés, qui sont impactés par le changement du modèle dans leur carnet de commandes, comme j'ai dit, et par rapport à leur trésorerie. Dès qu'il y a un changement de valeur, d'un déplacement de la valeur, le tissu classique, les circuits classiques commencent à ressentir ce changement. Donc s'ils ne sont pas réactifs à travers leur tissu associatif, qu'ils fassent leur lobbying correctement, l'administration ne sera jamais efficace comme le souhaite le tissu économique. Merci. Merci Taleb. Je rappelle que vous êtes directeur de la réglementation, du développement et de la qualité au sein du ministère du Tourisme. Nous allons ponctuer ce deuxième forum consacré donc à la révolution numérique et son impact sur la mobilité par un moment festif. Je vais appeler Monsieur le Président de la Fédération nationale du transport touristique, Monsieur Si Othman Cherif Alami, à venir me rejoindre sur le podium, ainsi que le secrétaire général de la Fédération, Khalid Mouib, et notre ami Khalid Ouamra, donc président, lui, de l'association régionale du transport touristique du Grand Casablanca, pour remettre des trophées à différents partenaires du transport touristique marocain. Alors on va appeler peut-être, si vous permettez, c'est Khalid, le représentant du ministère du Tourisme, pour le premier trophée de la soirée. Avec vos applaudissements également. Hein. Merci. Voilà, Monsieur Bonassif, représentant de la compagnie d'assurance transport, la CAT, qui reçoit donc son trophée. Monsieur Mali Jalil de Crous Transport. Monsieur Benzakour du groupe Taslif. Monsieur Harry Dadoun, représentant de la société Père Info. Le représentant de la société MAN, s'il est parmi nous. Le représentant de la société Iveco. Monsieur Badr Boubker, directeur de l'économie numérique. À remettre à Monsieur Boubker Badr. Le représentant de la société Mercedes. Autonejma. Mademoiselle Barouf, la bienvenue.
Monsieur Othman Chérif Alami, président de la Fédération nationale du transport touristique, va vous remettre ce trophée. Oui, l'année prochaine, on va améliorer la mixité. Voilà. J'appelle maintenant le président de la Fédération nationale des loueurs de voitures sans chauffeur. J'appelle également monsieur Hamid Lardar, conseiller analyste Travel Technology. Le trophée sera remis par Khalid Mouhib. J'appelle le président de l'Observatoire national du tourisme, Saïd, si vous voulez bien me rejoindre. Le trophée vous sera remis par monsieur Othman Chérif Alami, président de la Fédération nationale du transport touristique. La belle photo de famille.